Il y a un an, jour pour jour, la France découvrait un nouveau concept, le confinement, et le monde entrait de plein pied dans l'ère du Covid-19. Depuis, certaines activités ont repris progressivement, mais le secteur de la culture, lui, est resté en mode survie. Nous sommes dans la salle du Centre culturel L'Albor ou à Bastia, une salle fermée au public depuis plusieurs mois, comme toutes les salles de spectacle, les musées, les cinémas. Alors la culture a-t-elle été sacrifiée sur l'autel de la sécurité sanitaire ? Bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale de la rédaction de France 3 Corse Viastel. I've been kicking up dust and racing through the rain. I try to quench my thirst for being all around. I went from blessings to blessings, from curse to curse. Let me leave this town again and make my way to some places I don't even want to stay. Till the twirl of life spins a little faster. Let me feed the flames of a soul on fire. On fire. I've been dealing with much more than my heart can bear. I used to find my place by being anywhere. From ashes to ashes, from dust to dust. Let me leave this place and make my way again, till it brings me back to here, I don't know when. Give me crazy crowded clubs and cheap champagne. Let me feed the flames of a soul in pain. Just let it happen. Yes, I only want someone to put me on the run to the whole wide world. Let me leave this town again and make my way to some places I don't even want to stay. Give me dingy, smoky pubs and lack of sleep. Let me feed the flames of a soul in need. Bonsoir, bienvenue sur la scène du Centre culturel L'Albor ou à Bastia pour une émission spéciale consacrée aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le monde de la culture. Et naturellement, nous avons voulu commencer cette émission avec un morceau de musique live, car depuis un an, nous vivons une vie sans chair, sans sueur, sans communion avec le public, bref, sans spectacle. Miguel Dominigi nous rejoint. Bonsoir, merci de nous avoir offert ce morceau inédit, Soul in Need. Extrait de votre nouvelle EP qui sortira en avril. Face à vous, Josefa Giacometti, conseillère exécutive en charge de la culture à la collectivité de Corse. Bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez en notre compagnie pendant toute la durée de l'émission et vous pourrez dialoguer avec nos différents invités. Alors Miguel Dominigi, un peu comme Paul McCartney finalement, vous avez profité du confinement pour enregistrer plusieurs titres, tout seul à la maison, au village, en totale autoproduction. C'est ça. Il a fallu s'adapter quand le confinement a été décidé. Moi, j'ai préféré monter dans mon village et essayer d'être productif. À Parade Adoretza. Parade Adoretza, exactement. Voilà, pour rester productif et puis pour essayer de préparer la suite, tout simplement.
Donc vous avez enregistré dans un studio de fortune, hein. C'est ça. C'est que j'ai une maison de village, toute petite maison, et j'ai pris tout le matériel que j'avais à disposition et j'ai bricolé des choses pour faire passer le temps et essayer de produire de nouvelles choses. Donc ça a été plutôt bénéfique pour vous cette période de confinement? Ben oui, ça m'a décomplexé aussi de pas mal de choses parce que moi là-bas je suis batteur. Je suis pas chanteur. Et puis quand on se retrouve un peu isolé en pleine nature, on s'assume un peu plus aussi. Puis des nouvelles idées viennent. Donc j'ai essayé d'en profiter un maximum. Ça c'est intéressant artistiquement parce qu'effectivement vous le disiez, vous êtes batteur, vous avez joué avec de nombreux groupes sur le continent et en Corse. En Corse on peut citer Vital, Bao Diamant, Messager, Lionel Giacomini, beaucoup de gens. Après j'ai peur d'en oublier. Donc vous étiez en fond de scène et là vous avez assumé de devenir un frontman quoi. Quelque part cette crise vous a révélé comme chanteur et compositeur. C'est ça. Après, vu que j'ai pas pu essayer encore mes projets sur scène, parce que tout est né pendant le confinement, c'est beaucoup sur les réseaux pour l'instant, voilà, et sur les plateformes. Et sur les plateformes, donc effectivement, cette EP qui est sortie du premier confinement, vous l'avez à la fois sortie sur les plateformes de stream, mais aussi vous avez fait graver 300 vinyles. C'est ça, exactement. Que vous avez distribué comment ? Que j'ai distribué, voilà, j'en ai parlé sur les réseaux parce que les réseaux sociaux c'est vachement important de nos jours, surtout pendant cette période. Et donc du coup, ils sont partis très vite, les gens étaient au rendez-vous et j'ai été très touché d'ailleurs. Comme quoi, les disquaires sont des commerces essentiels puisque vous les avez mis en vente, ils sont partis tout de suite. Vous avez aussi assuré seul donc votre promotion, vous venez le dire, et en réalisant un clip, le clip de Hometown. Oui. Pareil, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec les moyens du bord, avec beaucoup de bricolage. Voilà, pareil, j'étais tout seul, donc il a fallu trouver des idées pour illustrer mes mélodies. Et j'ai pensé à cette marionnette qui a envie de sortir de cette maison, rejoindre ses amis dehors. Voilà, est né ce clip. Et Josefa Giacometti, vous connaissiez Miguel Dominici ? Oui. Oui, je connaissais, j'ai suivi notamment sur les réseaux et j'ai beaucoup apprécié. Donc, vous avez découvert comme nous tous grâce à ce clip Hometown. Oui, parce qu'on connaissait le batteur, voilà, mais on ne connaissait pas effectivement le chanteur et il a eu raison. Merci. Il a eu raison de tenter l'expérience parce que c'est une expérience réussie. Merci, ça me touche, merci. Diriez-vous, Josefa, que vous avez découvert des artistes pendant ce confinement ou peut-être des œuvres que vous ne connaissiez pas et que vous n'auriez peut-être sans doute pas découvert dans un quotidien, voilà, dans lequel on est emporté dans une espèce de flow comme ça tous les jours. On est moins disponible finalement. Ce confinement nous a rendu peut-être plus disponibles aux découvertes. Ce confinement a très certainement révélé quelque chose qui était essentiel parce que le mot, vous l'avez employé, et on le savait pas. Pour ma part, et sûrement avec de nombreuses personnes, on le savait, nous le savions, que la culture était essentielle. Alors là, elle s'est offerte à nous d'une autre manière parce que quelque part, les artistes ont su maintenir ce lien qui était essentiel parce que je crois que c'était fondamental de pouvoir continuer à être un être vivant et un être pensant parce qu'on a réduit les choses essentielles à ce qui est purement vital. On voit que c'est vital que de continuer à découvrir des œuvres, des artistes et continuer à ce que la culture vive. Alors là, on cite un exemple vôtre qui est plutôt un exemple positif de quelqu'un qui a finalement pas mal vécu cette situation. J'imagine que dans votre entourage, c'est pas le cas de tous vos amis artistes et de tous ceux qui vous entourent. Il doit y avoir des situations contrastées selon les parcours, selon les personnalités. Moi, par exemple, j'ai la chance d'être batteur et de pouvoir partager plusieurs projets. Un artiste qui juste est interprète, c'est vraiment plus difficile pour lui de rester actif. Donc oui, dans mon entourage, évidemment, j'ai des gens qui ont beaucoup de mal pendant cette période. Josefa Giacometti, vous avez été à la rencontre des artistes pendant cette année. Là aussi, vous avez rencontré des situations contrastées. Tous ne vivent pas aussi bien les choses que Miguel. Bien entendu, ça a été très contrasté. Puis c'est très contrasté toujours, puisque nous vivons toujours une crise. Et que le monde de la culture, il est sinistré aujourd'hui. Et que j'ai voulu directement essayer de maintenir le lien avec les artistes. Et puis, j'y reviens, la question dans une crise, il y a la façon dont on choisit de la gérer. Puis il y a les mots que l'on pose aussi lorsqu'on est en période de crise. Et à un moment donné, d'avoir classé toute une catégorie de la population en non essentiel, je pense que c'est un langage technocratique qui
qui est un mauvais signal, et d'avoir mis dans cette catégorie les acteurs culturels, les artistes, tous ceux qui font vivre ce monde culturel, l'art, c'est antinomique avec ce que je peux penser, ce que je peux concevoir, puisque pour moi la culture c'est l'essence même d'un peuple, c'est ce qui le constitue, c'est ce qui fonde son lien à sa terre, à sa langue, aux autres, à sa manière de se confronter aux autres, à se nourrir de ses influences. C'est cette essence-là, cette essence collective et individuelle, puisque c'est ce mouvement entre l'œuvre créatrice d'un artiste et ce qu'il projette dans le collectif, puisque pour une collectivité, une institution, c'est de dire aussi ce qui fait sens dans le collectif. Et je crois qu'il sera important de retisser ce lien, avec le public qui a été perturbé fortement. On va y venir, bien sûr, mais au-delà de l'aspect symbolique, la situation économique n'est pas étrangère au malaise des artistes, loin de là. Être artiste, c'est accepter une forme de précarité, certes, mais en 2020, celle-ci a explosé avec la pandémie. Avant d'évoquer cet aspect, petit rappel sur le fameux statut des intermittents du spectacle qui permet à certains artistes ou techniciens de percevoir des indemnités entre chaque contrat de travail. Explication Pierrick Nalini. Intermittent du spectacle. Derrière ces mots se cache un statut propre à la France depuis 1936. En 2020, ils étaient 280 000 à bénéficier de ce régime dans l'Hexagone, dont 330 se trouvent ici en Corse. Alors à quoi correspond précisément la dénomination intermittent du spectacle ? En fait, elle désigne les artistes ou techniciens qui travaillent dans l'audiovisuel, le cinéma ou encore le monde du théâtre. Pour pouvoir ouvrir des droits, les intermittents doivent justifier d'un certain nombre d'heures, 507 précisément, sur 12 mois. Par exemple, pour un artiste, cela équivaut à 43 cachets. Sous condition, en fonction des différents jours travaillés, chaque mois, techniciens et artistes peuvent cumuler salaire et allocation. Mais le Covid est venu chambouler tout ça. Lors du premier confinement, toute l'activité culturelle a été stoppée net. Face à cette situation et aux inquiétudes suscitées, en mai 2020, le chef de l'État a prolongé automatiquement les droits des intermittents jusqu'au 31 août 2021. Avec la fermeture continue des salles de cinéma ou des théâtres, de plus en plus de voix s'élèvent pour que les droits des intermittents soient de nouveau étendus. Bonsoir François Orsogne. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Alboro à Bastia. Vous êtes acteur, metteur en scène, vous dirigez la compagnie Théâtre de Nénéka. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Vous êtes intermittents, Miguel, François ? Oui. Tous les deux. Oui. Vous êtes tous les deux intermittents du spectacle. Alors, votre situation financière s'est-elle nettement dégradée en 2020 ? Je m'excuse pour la trivialité de cette question, mais c'est quand même important pour comprendre ce que vivent les artistes en ce moment. Sur 2020, en fait... Moi, au départ, la situation n'a pas été tellement modifiée par le Covid parce qu'on avait un projet qui commençait en septembre. Donc avant ça, j'avais pas vraiment trop de boulot qui était programmé. Et puis en septembre-octobre, on a répété ce qui était tout à fait possible. Donc on a eu nos salaires tout à fait normalement. Et après, sur la période de novembre-décembre et ce début d'année 2021 où on devait jouer, le chômage partiel a couvert une grande partie des cachets qu'on devait faire. Donc, très honnêtement, la situation ne s'est pas sensiblement dégradée. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne bien, si vous aviez un spectacle qui était programmé ou qui était en résidence dans un théâtre et que la représentation publique a été annulée, les théâtres vous ont quand même versé vos cachets ? Certains. D'accord. Certains lieux, des centres dramatiques nationaux ou des grosses structures, oui. Les théâtres municipaux, non. Mais alors, quand les théâtres municipaux ne vous payent pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est le chômage partiel ? C'est le chômage partiel qui rentre en jeu, alors qui est assez compliqué à mettre en place par la compagnie, parce que c'est des discussions avec, c'est des nouvelles procédures à mettre en place pour nous, mais qui couvrent, je crois, à peu près 85% de notre salaire. Donc voilà, il y a une perte de 15% sur les dates de tournée qui n'ont pas été honorées par les lieux. Mais ça ne vaut que si le contrat avait été signé, le chômage partiel. Parce que s'il y avait juste un engagement d'une salle sans contrat signé, c'est ça. Vous ne pouvez pas bénéficier du chômage partiel. C'est tout ce qui est un peu problématique dans la situation actuelle, c'est que pour ceux qui avaient beaucoup de boulot, la situation est plutôt pas trop dégradée, si je puis dire. Pour ceux qui étaient dans des situations beaucoup plus précaires, la situation, ils ne bénéficient d'aucune couverture, quoi. Et c'est un petit peu le débat actuel et porte beaucoup sur les gens qui sont à la marge de la création. Par exemple, les gens qui sortent d'écoles de cinéma ou de théâtre, qui sont des nouveaux artistes qui arrivent.
Cette année est absolument catastrophique parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à bosser, donc on n'est pas dans le système des droits. Vous, Miguel Dominici, vous faites une année normale, vous faites entre 100 et 150 cachets par an, un millier d'heures. C'est ça, à peu Et là, près. cette année ? Et cette année beaucoup moins. Le souci, c'est que moi, ma saison débutait vraiment fin mars, début avril, pour aller jusqu'à octobre. C'était la période la plus chargée. Et donc, forcément, tout a été annulé et parfois repoussé, et puis toujours repoussé actuellement. Donc oui, ça a été très, très compliqué. Mais heureusement, on a eu ces droits qui ont été repoussés jusqu'à août prochain. La situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis, donc j'espère qu'on Oui, aura voilà, d'autres parce que c'est solutions. une décision qui avait été prise suite au premier confinement. Et effectivement, là, les artistes se mobilisent pour demander la prolongation de cette fameuse année blanche, c'est-à-dire des droits ouverts jusqu'à août 2021, quel que soit le travail, c'est ça, effectué, en fait. Là, il serait pertinent de le prolonger. Josepha Giacometti, vous êtes favorable, en tout cas, vous considérez que ce serait pertinent de le prolonger ? Oui, et c'est d'ailleurs en ce sens, nous disions tout à l'heure que j'avais rencontré un certain nombre d'artistes et c'est vrai que la demande, elle est récurrente et elle est légitime. Je pense qu'aujourd'hui, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée et que donc il y a vocation à poursuivre, à prolonger ces droits. Donc c'est en ce sens que la ministre de la Culture, que je saisirai la ministre de la Culture pour alerter sur la situation avec la mobilisation aujourd'hui qui va crescendo. Et en Corse, on sait que ce sont des centaines d'intermittents du spectacle qui sont concernés. Et puis c'est aussi ensuite voir de quelle manière va se faire le mode de calcul aussi, sur quoi cela va se baser. Et ça aussi, je crois que c'est important d'avoir des éclaircissements puisque la situation aujourd'hui est encore critique et on sait que ça ne va pas s'arranger tout de suite et puis qu'il y a beaucoup de créations qui ont été faites et donc ensuite il va falloir programmer des diffusions. On va venir à la question de la programmation, bien sûr. Alors on va prendre votre exemple, François Orsogne. Cette année, vous avez mis en scène une pièce de Shakespeare, Coriolan, un spectacle ambitieux qui est prêt à être montré au public. Enfin, qu'il était. Qui était prêt. Ouais. Alors vous nous direz la nuance, justement. Mais une cinquantaine de dates étaient prévues, c'est ça à peu près ? Oui. À Paris, dans plusieurs scènes nationales en province, en Corse naturellement. La première devait avoir lieu en octobre au Théâtre des Libertés à Toulon et la représentation a été annulée par le deuxième confinement alors que vous étiez sur place en train de faire les derniers réglages. Comment ça s'est passé ? Comment avez-vous vécu cette annonce ? Vous ne jouerez pas, voilà. On vous a dit un soir, vous ne jouerez pas demain. On a écouté le président prévu. de la République un soir à 20h nous annoncer que dès le lendemain matin, on était confinés et que donc on ne jouerait pas le lendemain. Alors la première fois, très paradoxalement, ça a été plutôt joyeux. Parce que ça avait un côté un peu apocalyptique. On était en résidence dans un lieu plutôt sympathique. Bon, on a un peu bu et on s'est bien marré. Et le lendemain, on a offert à tout le Théâtre Liberté une représentation qui a été un moment de partage assez touchant. Le directeur était là, toute l'équipe du théâtre, vraiment, même les petites mains étaient présentes. Donc ça a été un moment assez chouette. Et puis un peu comme ça a accéléré le processus de création où on devait créer dans une semaine. Et puis on s'est dit, on y va tout de suite. Et ça a mis un coup d'accélérateur dans le travail qui était super intéressant. On a eu une expérience beaucoup plus fâcheuse qu'un jour après ou un mois après. C'est comme il y avait cette idée qu'au 15 décembre, potentiellement, la date de revoyure, ça a été beaucoup plus dur. Là, on a été rattrapé par le théâtre de le Centre dramatique national de Reims qui nous a dit de venir. Et là, à nouveau, on a été retoqué. Et là, on a répété une semaine en sachant qu'on ne jouerait pas. Ce qui était, c'est comme un sportif qui s'entraîne en sachant que la compétition qu'il allait faire n'aurait pas lieu. Et là, ça a été profondément déprimant. Et puis, on s'est rendu compte qu'on travaillait dans le vide. Donc là, on a tout arrêté. Et vous m'avez dit, en préparant cette émission, après la représentation à Toulon, j'ai jamais autant aimé ce qu'on avait fait. Oui. Et le public ne l'a pas vu. C'est très cruel. Après, ça c'est... après, il y a beaucoup d'artistes qui disent ça. Les choses qu'on ne voit pas, c'était les meilleures. Mais non, mais c'est qu'il y a toujours... dans le processus de création, il y a toujours les incidents peuvent être très heureux. Il y a toujours des accidents qui peuvent être très... Même dans le cinéma ou dans la musique, j'imagine, c'est pareil. Donc là, il y a eu un choc énergétique du fait de se dire, on est tous ensemble, on était là comme des petites fourmis à œuvrer, et puis tout d'un coup, tout est arrêté comme des gosses à qui on dit, non, la fête d'anniversaire, on va pas la faire. Ouais. On a inventé un truc qui a été plutôt joyeux. Mais voilà, c'était une fois. Après, ça a été on a pas beaucoup conseillé aux artistes de se tourner vers la captation.
Mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est toujours faisable en plus? Parce que j'imagine qu'une captation, ça coûte cher, c'est un autre métier. Enfin, pour que ce soit de bonne qualité. Exactement. Ouais. Pour ma part, moi qui étais confiné au village, c'était compliqué d'avoir une connexion suffisante pour Ouais. faire ce genre de choses. Après, je sais pas, peut-être que votre spectacle, vous l'avez filmé? Non, enfin on a fait juste vous savez, des espèces de prises d'images témoins pour Vous avoir avez une trace. archivé. Ouais. Non, mais c'est un coût terrible de faire une captation. C'est des mois de montage, c'est plusieurs caméras. Ça peut pas se décider. Nous, à Toulon, on y a pensé, mais enfin, mettre en œuvre une captation, ça se fait pas en quelques jours. Alors certaines très très grosses structures l'ont fait. Ça ne remplacera jamais un spectacle, mais c'est vrai, ça peut permettre de sauver les meubles. Ça s'est fait beaucoup avec la télévision. Enfin, la télévision, ça se fait beaucoup avec des acteurs de télévision ou des acteurs de cinéma qui jouent au théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une aura médiatique qui fait qu'à des heures de grande antenne, on va les regarder. Nous, c'était quand même pas le cas, même si on a des acteurs très confirmés et super. On n'a pas cette espèce d'effet d'appel. Et puis pour ce qui est des représentations en ligne, sur les réseaux sociaux, c'est vrai ou même sur des plateformes de streaming comme YouTube, il faut quand même reconnaître aussi qu'il y a aussi un aspect de paupérisation, c'est-à-dire que ce n'est pas rémunéré ou très très peu rémunéré, c'est 0,004 centimes par stream, c'est-à-dire qu'en gros on demanderait aux artistes de se produire pour rien. Pratiquement. Et puis en plus, quand on est insulaire, pour rassembler autant de gens, pour être visible, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'effectivement, il ressort plusieurs choses parce que on a essayé de travailler là-dessus, c'est-à-dire la captation, ça remplace pas le spectacle vivant, c'est le contact avec le public, c'est cette émotion qui est provoquée avec le public, parce que c'est ça aussi, une émotion, et c'est ça aussi la culture, d'être en confrontation et de se frotter, je dirais, à la scène et que le public découvre. Mais il y a effectivement des captations, il faut que ce soit professionnel, donc il peut y avoir un soutien pour l'après, pour la diffusion post-représentation. C'est des dossiers qu'il faut monter, des demandes d'aide, il faut trouver des chaînes qui les achètent. Nous avons réfléchi à mettre en place des dispositifs parce que c'est une demande qui a émergé de cette période. Effectivement, ça ne remplace pas le spectacle vivant, mais c'est vrai que ça commence. Et puis une troisième chose qui vient d'être évoquée par Miguel lorsqu'il dit c'est pas en tant qu'insulaire, c'est parfois compliqué. Il y a aussi une réflexion que nous menons sur la mise en œuvre d'une plateforme numérique qui pourrait à un moment donné regrouper et je dirais être la plateforme du paysage, je dirais artistique de la Corse. Elle existe pour le cinéma. Elle existe pour le cinéma, voilà. Tout à fait. Et il y a vraiment cette volonté d'essayer de fédérer ces bonnes initiatives. Effectivement, d'être un accompagnateur des initiatives qui existaient déjà. Notamment, nous accompagnons Alindy sur cette plateforme. Mais avoir ces réflexions pour permettre aux artistes d'exister dans cette toile qui est effectivement... Oui, parce que vous êtes perdu dans un univers qui est pléthorique. Merci Miguel Dominici, en tout cas, d'être passé par la scène de l'Albor. Alors, votre actualité, c'est un nouvel EP qui va sortir en avril. Et puis, vous serez en résidence au Centre culturel Nathalie Roquidiol de Cargèse prochainement. Exactement. Avec peut-être une représentation à la clé. On croise les doigts. Voilà, on espère en tout cas. Merci beaucoup. Merci en attendant, allons faire un tour à Pigna, en Balagne, village entièrement dédié à la culture, qui subit donc lourdement les conséquences de la crise sanitaire, mais qui malgré tout continue d'accueillir des artistes dans son auditorium, fermé au public, des spectacles secrets dans le secret. Camille Wormser et Sarah Defranc qui ont pu assister à la restitution de la résidence de création de la compagnie à Fiumicelle. Le spectacle s'intitule La Passion selon Marie et il est mis en scène par Charlotte Arrighi de Casanova. Bonjour mademoiselle, bonjour, tenez, merci, au revoir et bonne journée. Des comédiens heureux de se retrouver sur scène. Un semblant de normalité côté plateau. Dans la salle, quelques spectateurs, des professionnels tous masqués. Tu croyais que j'allais te laisser filer devant moi sans t'arrêter ? Certains comédiens n'ont plus foulé les planches depuis le mois de mai, mais même si les représentations en public sont toujours interdites, c'est l'espoir qui les fait tenir. J'ai retrouvé le plateau, les partenaires aussi, le travail physique, d'être là, d'être... Moi, c'est plus ça qui me remplit en ce moment. Moi, j'ai hâte qu'il y ait des yeux qui regardent et des oreilles qui écoutent, quoi. Dans ce village, où la culture imprègne chaque pierre, chaque recoin, il était essentiel de trouver des solutions pour aider le secteur artistique.
On ne peut pas pendant des années créer et puis ne jamais montrer. Donc à un moment donné, il va falloir que ça change. Il faudra qu'on trouve un système. Soit le Covid disparaît, s'il ne disparaît pas, il va falloir trouver des solutions pour, en tout cas pour trouver des systèmes pour pouvoir accueillir du public. Le village a toujours continué à accueillir des artistes. C'est d'ailleurs le dernier jour de création pour la troupe à Funicel, en résidence d'artistes depuis 10 jours. Elle part et vous commencez sur sa chanson d'amour. Mais ce que tu veux, ce que tu auras dans l'instant le plus Pour pouvoir jouer, s'approcher, se toucher sans risque, les comédiens ont été testés avant d'arriver et se sont isolés dans une bulle sanitaire pour ne pas avoir à repenser la mise en scène de la pièce, écrite il y a 3 ans. Elle parle vraiment du monde d'avant, donc les gens se touchent, les gens vont au bar, les gens... et c'est vrai qu'au tout début, c'était très étrange de voir des personnes qui reprennent contact, qui reprennent vie. Mais pour nous, c'est essentiel. Même sans spectacle, la troupe répète sans relâche, continue son processus de création. Un point d'ancrage rassurant, à l'heure où les représentations sont toujours interdites. Frédéric Balbino, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur la scène du Centre culturel de l'Albor que vous dirigez, ainsi que le Théâtre de Bastia. Vous avez aussi accueilli en résidence La Passion selon Marie de Charlotte Harrig et de Casanova, juste après Pigne. Pourquoi avoir maintenu cette résidence et est-ce que vous savez si vous pourrez la reprogrammer pour qu'elle soit jouée devant du public ? Alors, c'était une volonté du maire de maintenir toutes les résidences, enfin, si possible et si les artistes le souhaitaient. Parce qu'il y a des artistes qui souhaitaient reporter l'intégralité du processus de création. Charlotte, par exemple, elle avait envie de travailler. D'ailleurs, elle le dit dans le petit sujet. Et bien sûr, oui, on a une date de report déjà. Cette crise nous a appris à anticiper encore plus que d'habitude et anticiper les choses qui ne sont pas anticipables, entre guillemets. Donc une date de report la saison prochaine si la situation permet une réouverture des salles. Oui, tout à fait. Josepha Giacometti, la collectivité de Corse, soutient le spectacle vivant à travers des aides à la création. Ces résidences de création se multiplient alors que les théâtres sont fermés. Est-ce que, certes, ça permet aux artistes de travailler, mais est-ce que ce n'est pas une façon de maintenir la culture sous perfusion ? Comme dans un état un peu de vie artificielle. Non, à un moment donné, c'est une façon de maintenir vivante la culture et c'est une nécessité absolue. Alors effectivement, il faut penser sur la longue durée et c'est ce que nous souhaitons faire. C'est-à-dire qu'effectivement, la collectivité a souhaité soutenir un écosystème et donc soutenir en collaboration avec les théâtres, avec les lieux de diffusion, les créations qui étaient programmées lorsque les artistes le souhaitaient. Et puis ensuite, il faudra soutenir le processus sur une longue durée jusqu'à la diffusion des œuvres et à leur arrivée jusque devant le public. Et pour qu'on comprenne, ce sont des aides qui sont sélectives. Normalement, vous choisissez en fonction de la qualité de la proposition artistique, son degré d'aboutissement, sa viabilité économique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore faire des choix ou est-ce que vous aidez tous les artistes aux abois ? Non, bien entendu, et les artistes ont continué à produire des choses qui en valaient la peine pendant cette période et on a le processus de création, on continue à vraiment être sur ce soutien à la création et à l'œuvre et il y a eu durant cette période, c'est vrai, beaucoup de propositions mais nous continuons à avoir des critères même si et non pas sur la qualité. Vous les avez un peu assouplis les critères sur le degré d'aboutissement du projet. Par exemple. Non pas sur la qualité, mais bien sûr sur les critères requis. C'est-à-dire que normalement, nous demandons un certain nombre de diffusions, un certain nombre de représentations. Et c'est vrai que sur ça, on a évidemment assoupli. De fait, vous ne pouvez pas leur demander des engagements en termes de diffusion. Puisque... le règlement d'aide a été effectivement considérablement assoupli sur les exigences requises en termes de représentation, en termes de diffusion, parce que sinon, ce n'était pas en prise avec la situation. Et est-ce que quelque part, ce ne sont pas toujours un peu les mêmes artistes qui sollicitent ce genre d'aide, c'est-à-dire ceux qui sont le plus rompus à l'exercice du montage de dossiers, est-ce que peut-être certains artistes ignorent même que ces dispositifs existent ? Alors, c'est une question qu'il y a aussi dans la nécessité de communiquer, puisque nous avons bien vu la collectivité, je crois qu'une collectivité, elle doit opérer des mutations, parce qu'on demande à chacun de tirer des enseignements de la crise. Il faut que les collectivités publiques et la collectivité de Corse tentent de le faire. S'interroge aussi et c'est vrai que nous avons voulu et il y aura une campagne de communication dans ce sens-là
dire aux artistes, à ceux qui parfois se disent des aides de la collectivité, le soutien de la collectivité, ce n'est pas pour moi, montrer le panel à des jeunes artistes émergents, à des projets qui parfois ne rentrent pas tout à fait dans les cadres, et essayer de leur dire qu'effectivement la collectivité peut apporter un soutien et qu'il est pour eux aussi. Alors venons-en au casse-tête de la reprogrammation. Frédéric Balbino, vous aviez une 50aine de spectacles prévus sur la saison précédente. Du coup, ça veut dire que vous allez tous les reprogrammer la saison suivante? Il n'y aura pas de nouveautés? Quand c'est possible, oui, on reprogramme. Après, il y a des tournées qui s'arrêtent de fait, quoi. Mais quand c'est possible, oui, c'est ce qu'on a proposé aux artistes. Et du coup, la saison prochaine sera un petit peu une saison sacrifiée en termes de nouveautés, puisque je pense qu'on va se retrouver avec 80% de reprogrammation et parfois de report, puisque je rappelle qu'en 2020, sur le Théâtre à l'Albor, on n'a pu présenter que 17 spectacles au lieu de 45. François Orson, vous deviez jouer par exemple Coriolan de Shakespeare pendant un mois au Théâtre de la Bastille au mois de janvier. Est-ce que vous savez si ça pourra être reporté, par exemple? Peut-être en juin. On nous a proposé juin, donc on verra si on peut faire ça en juin. Et comment ça se passe si vous êtes reprogrammé, voilà, dans le meilleur des cas, comment est-ce qu'on retrouve cette énergie qu'on avait réussi à créer en travaillant pendant des mois avec des acteurs? C'est vrai que ça pose une difficulté matérielle assez conséquente, c'est qu'on a consommé notre budget de création et que maintenant il va falloir retravailler et qu'on ne sait pas où, on ne sait pas avec quels moyens, et on a quand même besoin d'au moins 2 semaines de répétition avant de remettre en place un projet. Donc voilà, cette question va se poser, mais il y a tellement d'incertitudes que... Et la disponibilité des acteurs, ça c'est une horreur absolue, oui. Voilà, ça c'est vraiment le truc le plus embêtant, c'est ça, parce que tous les acteurs ont eu des tas de projets qui ont été annulés, donc ça fait qu'il y a un embouteillage qui est absolument colossal. Qui ont été reportés, quoi, oui. Je crois que malheureusement la situation on est au début de quelque chose d'extrêmement compliqué en fait, c'est-à-dire tout le monde évoque la sortie de crise, mais je crois qu'on est au début d'une crise colossale. C'est que les collectivités locales, mairies, départements, régions vont être impactées de manière terrible économiquement par la crise que nous vivons aujourd'hui, et que cela va avoir un impact sur les politiques culturelles et sur les budgets alloués à la culture très conséquents. C'est une donnée qu'on ne peut pas, qu'il faut prendre en compte. On peut évoquer avec le plus de positivisme possible les choses. Il y a une règle arithmétique qui va malheureusement s'imposer. Et moi, ma grande inquiétude, et c'est ce que je sens au niveau national et peut-être local pas encore, c'est que de nombreux théâtres ont déjà des pressions colossales pour des réductions budgétaires sur l'année 21 et l'année 22. Parce qu'on a vécu la crise en 20 avec un budget qui était un budget d'avant-crise. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous voyez, il y avait un décalage d'une saison qui faisait que ça allait. Là, on va arriver sur une saison déjà plus compliquée. L'année prochaine, ce sera... les recettes fiscales vont diminuer, les besoins, et c'est pas pour prêcher uniquement pour ma paroisse, mais les besoins d'une collectivité sont dans des tas de secteurs. Et pour finir là-dessus, la politique culturelle, depuis une trentaine d'années, connaît une lente dégradation. Après 30 ou 40 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait l'espoir d'un nouveau monde et on avait énormément investi dans la culture en France, depuis le début des années 80, enfin après, je dirais Jack Lang, on a rogné gentiment les budgets de la culture au niveau du ministère et de beaucoup de collectivités, beaucoup de communes. Et là, j'ai l'impression qu'on peut aussi jeter le bébé avec l'eau du bain, vous voyez. Alors là, le ministère de la Culture annonce des chiffres très impressionnants, 7 milliards d'euros si on accumule... Alors, très compliqué à vérifier, mais si on accumule les différentes déclarations depuis Franck Riester, qui avait déjà annoncé 5 milliards d'euros d'aide à la culture au mois de juillet, 2 milliards de plus récemment, donc on arrive à 7 milliards de soutien à la culture. Cependant, il semblerait que les pertes de la culture dans le monde culturel, selon un cabinet d'experts indépendants, s'élèvent à 28,5 milliards d'euros en France. Donc on est loin du compte. François Orson, qu'est-ce que vous inspire ces chiffres finalement? Un peu vous ne faites que corroborer cette intervention, c'est qu'il y a, et à mon avis, on n'est qu'au début de ça. C'est ça qui est. Parce que nous, on est la variable. Vous comprenez cette politique qui consiste à dire on aide massivement pour que le monde de la culture survive, plutôt que d'essayer de mettre en place des protocoles sanitaires très contraignants
peut-être viable et de laisser finalement les choses se faire, comme ça se fait dans la grande distribution, dans d'autres secteurs de l'économie ou dans... Il y a plusieurs choses qui ont été abordées et des choses très intéressantes. Il y a la question d'abord du sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on va frapper dans les politiques culturelles ? La collectivité de Corse, effectivement, a été, comme d'autres collectivités, très fortement impactée par la crise. Le choix, puisque nous voterons le budget la semaine prochaine, le choix, c'est de ne pas avoir diminué le budget de la culture. C'est un choix parce que... 19 millions d'euros à peu près. Près de 20 millions d'euros. L'année dernière, il était de 18 millions et demi. Donc, c'est un choix politique parce que d'abord, nous venons aussi... je précise aussi que vous avez vous annoncez des aides, je dirais, exceptionnelles d'1,4 million € cette année. Oui. Pour aider différents acteurs culturels. Nous revenons à l'ADN, parce qu'à un moment donné, lorsque l'on mène une politique, nous venons d'un courant qui a été aussi irrigué par le riz à cuisse. C'est aussi marqué dans notre ADN. C'est à un moment donné de se réapproprier une culture, d'avoir une volonté forte de la mener, de la faire exister. Et aujourd'hui, on avait Miguel Dominici tout à l'heure avec nous sur ce plateau. Moi, j'appelle la Mossano à Diagoultour. C'est ce qui se continue. Et je le dis pourquoi ? Parce que ça peut sembler en décalage, mais je vais faire le lien avec ce que je souhaite développer. C'est qu'à un moment donné, que lorsque l'on fait de la politique, on fait des choix. Et nous venons de cet ADN-là qui lie une culture avec sa terre, avec sa langue, qui à un moment donné nous permet, ce sont des racines qui ne nous entravent pas, nous irriguent et nous permettent de nous projeter dans l'avenir. Et donc, de cela découlent des choix aussi budgétaires. Alors, on verra dans le prochain budget, si vous permettez. Dans une troisième chose, il y a aussi quelque chose d'autre qui a été dit, qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la culture, même si elle ne peut pas se résumer à une valeur marchande et qu'elle ne doit pas se résumer à une valeur marchande, elle est pour un pays une valeur ajoutée inestimable, elle est pourvoyeuse d'activités, pourvoyeuse d'emplois. Et effectivement, là aussi, autre chose qui a été dit et qui est important, c'est que oui, il y a un soutien, et vous avez rappelé les chiffres de la collectivité de Corse, mais il y a aussi une volonté d'aller au-delà. C'est-à-dire que nous avons saisi les instances préfectorales pour pouvoir être test dans nos établissements. On va y venir vraiment au cours de essayer l'émission de à se cette projeter idée que dans vous avez l'après. soumise à la préfecture, mais j'aimerais juste aussi qu'on évoque un petit peu l'actualité. Il y a une quinzaine de théâtres qui sont occupés en France en ce moment. C'est pas le cas en Corse. Vous auriez compris, Frédéric Balbino, que des artistes occupent l'Albor, occupent cette scène et disent on est chez nous, justement pour aller dans le sens de ce que disait Josefa Giacometti et se l'approprient. Et c'est pas le cas chez nous, mais ça vous semble normal ? Après, moi je suis fonctionnaire territorial, l'Albor et le théâtre sont des établissements municipaux. Je pense que c'est quand même assez différent, par exemple, des scènes nationales et de tous ces théâtres qui sont occupés. Mais moi, je comprends, bien sûr, je comprends la colère des artistes. Je suis moi-même en colère, en tant que, pas seulement en tant que fonctionnaire territorial, mais en tant que femme et en tant que femme de culture. Oui, après, pour revenir et le fait sur que justement le théâtre de Bastia ait été transformé en centre de vaccination, comme l'a été l'Espace Diamant à Ajaccio, n'est-ce pas le symbole, François Orsoni, quand même, du sacrifice de la culture sur l'autel de la sécurité sanitaire? Déjà, du coup, on ne peut plus investir les théâtres. Ouais. c'est un contre-feu admirable. Un jour, mais c'est... Là, j'ai envie de dire nécessité fait loi, quoi. On cherchait un grand espace dans le centre de Bastia et le péristyle du théâtre étant le grand espace qu'il est. Voilà. Il faut que nous continuions à développer d'autres thèmes dans cette émission. Ça passe déjà très très vite. Merci François Orsoni d'avoir pris part à la discussion. On espère vous retrouver très bientôt donc sur scène à l'occasion de la tournée de Coriolan, pièce de Shakespeare que vous avez mis en scène. Et en attendant la réouverture des salles de spectacle, certains artistes investissent des lieux alternatifs en plein air. C'est le cas de l'ensemble musical Opus Corsica mené par la pianiste Laura Sibel. Dès l'été dernier, des concerts classiques ont été donnés au milieu des vestiges antiques du musée d'Aleria ou des vignes du domaine Torac. Ces concerts ont été filmés et seront diffusés prochainement sur notre antenne. Extrait.
Marie-Jeanne Nicoli, bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes présidente de la salle de spectacle L'Adia à Ajaccio et présidente du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. Pour vous, des spectacles en plein air, comme ça, dans des lieux alternatifs, est-ce que ça permettrait d'entrevoir une sortie de crise ? Merci d'abord de m'avoir invité. Oui, je pense que ça serait une bonne manière d'investir des lieux en Corse qui sont nombreux, des lieux patrimoniaux, des lieux des sites naturels. Des sites naturels. Et ça serait une façon de faire que les spectacles qui se sont créés ou qui ont été reportés puissent rencontrer leur public. Après, ça pose des problèmes d'ordre financier parce que il faut équiper ces lieux, il faut que techniquement ils puissent accepter, avoir des conditions confortables et adaptées pour les spectacles. Et puis après, il y a le problème de la jauge du public. Donc tout ça, ce sont des problèmes d'ordre technique, mais qui sont très importants. Et puis il y a aussi un problème d'ordre artistique, c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, ce sont des lieux qui n'offrent pas exactement les mêmes possibilités qu'un plateau comme celui sur lequel nous nous trouvons. Oui, mais ça, à la limite, je pense que il y a, comme les artistes se réinventent beaucoup, hein, vous savez, ils n'ont pas besoin qu'on leur propose de le faire. Et je pense qu'ils s'adaptent. Vous le voyez au Festival d'Avignon, des spectacles qui après vont avoir des tournées dans des grands lieux s'adaptent parfaitement aux conditions extérieures. Et je pense que ça serait une bonne solution, mais comme on le dit, ça implique un fort investissement des pouvoirs publics. Frédéric Balbino, c'est ce que vous allez faire à Bastia cet été ? Oui, je pense que c'est l'option qu'on va prendre aussi pour être actif, c'est-à-dire arrêter d'attendre des annonces du gouvernement qui ne viennent pas. Et puis de toute manière, la seule chose qu'a dit Roselyne Bachelot, c'est qu'il pourrait y avoir des choses en extérieur cet été, donc on va s'engouffrer là-dedans. Et aussi pour éviter un embouteillage de reprogrammation entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc du coup, on prépare une programmation estivale assez conséquente. On est en train de travailler sur les budgets, comme dit Marie-Jeanne, effectivement, équiper un lieu, ça a un coût. Alors, parce qu'à Bastia, vous pourriez envisager quoi, la cour du Palais des Gouverneurs, le Mantinum Oui, la place Vincetti, la place Guasco, la place du Marché, les jardins suspendus. Il y a énormément de lieux ici. D'ailleurs, chaque été, on a une petite programmation. Hein. On a une grande programmation, le festival Isouléogne. Et on a démontré que Bastia regorgeait de lieux qui peuvent recevoir de la danse, du théâtre, de la musique. Donc du coup, concrètement, Isouléogne n'aura pas lieu cette année. Et là, l'enveloppe de cette manifestation passera dans la reprogrammation en plein air, hors les murs de ces spectacles. Oui, c'est le choix que nous avons fait à la direction des affaires culturelles. Nous avons été soutenus par le maire, par l'adjointe à la culture, Mathéa Lacave. Mais on va avoir une programmation environ de peut-être entre 8 et 10 spectacles qui devaient être programmés en avril-mai, ici et au théâtre. Et les artistes que j'ai contactés, comme elle le dit, ils acceptent le principe. Très envie. D'abord, ils ont déjà envie de travailler, ils ont envie de jouer, ils ont envie de se confronter à un public. Et la réinvention et le fait de passer de l'intérieur à l'extérieur, ça ne les gêne absolument pas. Même si, comme on maintient les résidences de création, ils vont pouvoir travailler le spectacle ici, par exemple, et la sortie de résidence se fera dehors. Oui, pardon. Oui, nous, à Ajaccio aussi, on espère, dans la relation qu'on a avec la ville, animer un peu plus le Lazaret, le Casone, mais aussi d'autres petits lieux. Et il y a eu déjà, puisqu'il y a un collectif d'artistes qui s'est créé à Ajaccio, il y a eu déjà des manifestations, comme à Bastia d'ailleurs, on va dire spontanées, dans l'espace public pour ne pas perdre ce lien avec le public. Et il y a toute une série de propositions qui vont se dérouler jusqu'au mois de juin. Mais on espère ensuite que pendant l'été, avec le soutien de la ville, on pourra faire comme à Bastia, programmer des spectacles durant l'été. Et Josefa Giacometti, est-ce qu'il ne faudrait pas équiper de manière pérenne certains sites naturels ou lieux patrimoniaux pour pouvoir accueillir du public à long terme et des spectacles à long terme ? Mais du coup, ça implique un investissement assez lourd et la collectivité de Corse pourrait être nous parlions financer cette opération. Nous parlons tout à l'heure des contraintes financières et de trouver
les moyens de le dépasser. Effectivement, ça a été dit, les artistes n'ont pas attendu l'injonction pour se réinventer. Ça fait partie de leur travail permanent. Donc, nous avons commencé à travailler et sur nos sites, parce que la collectivité n'a pas de lieu de diffusion en gestion directe, hormis la Cinémathèque de Corse. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de lieu de diffusion. Donc, il y a effectivement des projets qui sont à l'étude sur des sites. Il y a l'accompagnement des structures avec lesquelles nous sommes en convention. Donc, pour les accompagner. Le centre culturel Albor. Tout à fait. Pour accompagner ces lieux de diffusion dans des volontés d'avancer. Je veux dire, à un moment donné, on ne va pas attendre. Mais ça pourrait même être une déclarations. solution à long terme, puisque la Corse souffre d'un déficit de structure de diffusion du spectacle vivant. Structurel, un déficit structurel. Donc finalement, investir ces lieux de manière pérenne, bien au-delà de la crise du Covid, est-ce que ce ne serait pas bénéfique ? Alors, il faut dépasser un certain nombre de contraintes. Ça peut s'étudier, de contraintes techniques. Cela peut s'étudier. Effectivement, la Corse, en termes d'infrastructures, nous essayons petit à petit de résorber les manques qui sont criants, notamment en plaine orientale, où va sortir une école des arts et une salle de spectacle. Et petit à petit, effectivement, je crois qu'il faut que la Corse se muscle en termes d'infrastructures. Et pourquoi pas imaginer, puisque tout à l'heure nous parlions de Laura Sibel qui avait donné une représentation à Aléria. Ça avait été un moment qui avait été très apprécié par le public. Oui, parce qu'en plus l'acoustique est très bonne. Oui, sur ce site. exceptionnel. J'aimerais qu'on parle de l'Adia, la salle de l'Adia qui, elle, existe à Ajaccio, qui est une salle, une petite jauge, mais qui permet de programmer à la fois de la musique et du théâtre, d'accueillir des ateliers de théâtre. Comment se porte financièrement cette salle, Marie-Jeanne Nigaud, que vous présidez, cette association que vous présidez? Écoutez, par rapport, ça a déjà été dit tout à l'heure, pour l'instant, en termes de soutien, en termes d'économie, les structures, je crois en Corse, parce qu'elles ont été beaucoup soutenues par la collectivité de Corse et les villes aussi, ont réussi à maintenir avec le chômage partiel, ont réussi à se maintenir à flot. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, le problème sera dans la longue durée avec la difficulté à rebondir et à relancer toute l'activité. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous avez quand même 25% de ressources propres dans votre budget. Donc là, c'est 25% qui ont disparu. Voilà, la difficulté, c'est que bien que nous ayons accueilli, et nous accueillons encore les résidences de création qui permettent aux lieux de vivre et aux artistes de travailler, il est évident que par rapport au budget prévisionnel qu'on avait annoncé, en 2020 par exemple, on n'est pas tout à fait à la moitié, un peu plus que la moitié, mais effectivement, toute la partie autofinancement a disparu. Donc, il faut absolument, et je crois que on l'obtiendra, qu'on ait un soutien encore sur l'année 2021 et 2022 pour pouvoir recommencer à fonctionner. Oui, parce que vous êtes inquiètes l'une et l'autre de la manière dont vous allez bâtir vos programmations à l'avenir. Alors peut-être pas 2021-2022, puisque là c'est de la reprogrammation, mais financièrement pour pouvoir programmer autant de spectacles que ce que vous faisiez. Nous, le problème, puisqu'on est une association, c'est un peu différent quand on est adossé à une collectivité comme Bastia, mais nous, la difficulté, c'est que si on maintient les jauges réduites et le fait de ne pas avoir de bar, il est évident que les 25% que l'ADIA doit apporter au financement de son budget, on ne pourra pas les avoir, parce qu'on a déjà une jauge très petite, donc déjà des recettes relativement basses, et on s'est compensé par les concerts et qui sont en général debout, donc si on ne peut pas faire de concerts debout, c'est encore une autre problématique. Donc même par rapport à la question de la réouverture, il faut vraiment qu'on se pose des questions sur le modèle économique et sur la façon dont on va fonctionner. Donc, parce que sur des petites structures comme la nôtre, c'est très compliqué d'avoir ces contraintes sanitaires. Vous aussi, Frédéric Balbino, vous craignez des contraintes sanitaires trop strictes pour la réouverture ? Moi, j'en viens à me dire que ça ne reprendra jamais comme avant. Alors, vous voyez, je suis complètement pessimiste par rapport à ça, mais on parle des contraintes financières et de cette crise qui ne fait peut-être que débuter, mais moi je m'interroge aussi sur ce que ça va créer dans la tête des gens et du public et le fait que tout ce travail qu'on a effectué depuis de nombreuses années, la médiation, l'action culturelle et tout, est-ce qu'on va pas tout devoir reprendre de zéro ? Parce que l'argent c'est une chose, mais l'impact psychologique sur les comportements, je pense qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner.
Très bien. Écoutez, merci Frédéric Désolée Balbino d'être passé par notre plateau pour délivrer cette parole très optimiste. Non, en tout cas, on comprend votre interrogation. En tout cas, merci de nous avoir accueillis dans cette belle salle de l'Albor où que toute la Corse, notamment les Ajacciens, vous envient. Et poursuivons avec un autre sujet qui préoccupe le monde de la culture, celui de l'enseignement et des pratiques artistiques amateurs. Un véritable casse-tête, là aussi, pour les profs de danse, une discipline qui implique de se frôler, voire de se toucher, et impossible à pratiquer en extérieur. 2020 fut une année noire pour l'enseignement de la danse et 2021 ne débute pas mieux. Reportage au Conservatoire Henri Tomasi de Florence Santomarc et Enzo Giuliano. Et vous n'oubliez pas de mettre le masque comme il faut sur le nez. 13 mois que cela dure, et c'est dur. Mais sauter, s'étirer, s'allonger, toucher la terre et le ciel en même temps, quand on a la danse chevillée au corps, le masque ne compte pas, ou presque. C'est dur de danser avec, mais comme la danse c'est notre passion, on le fait quand même. Et quand ça va vite, c'est encore plus dur que quand on n'avait pas le masque. Parce qu'il faut contrôler la respiration et après penser au mouvement. Au conservatoire, les classes à horaires aménagés ont pu continuer sans cesse leurs pratiques inscrites dans leur formation d'écolière. Plus compliqué pour les élèves hors éducation nationale ou pour les cours pris en plus. Il a fallu s'habituer aux leçons en visio et danser à la maison. Il y avait des heures spéciales, moi parfois je pouvais pas. Et aussi chez moi c'est assez petit donc c'est assez compliqué mais je l'ai fait quand même pour la danse encore une fois. Pour les enseignants, les contenus de cours doivent s'adapter. Ce qui devient essentiel, ce n'est plus de progresser techniquement, mais de maintenir le niveau et d'éviter le décrochage. On a dû réaménager nos emplois du temps plusieurs fois dans l'année. On a dû trouver des moyens pour qu'elles puissent continuer à pratiquer et garder la motivation justement de nos élèves et les garder en haleine par rapport à la pratique. Et c'est vrai que la distanciation dans les cours reste très compliquée. Parce qu'avec les déplacements, la notion d'espace, la notion d'énergie, c'est vrai qu'elles ne font pas forcément attention de garder les 1 mètre ou les 2 mètres de distance entre elles. L'effet du premier confinement a été rude. Fin septembre 2020, le conservatoire compte une baisse de 17% de ses inscriptions en danse comme en musique ou en art dramatique. Le deuxième confinement connaît une bataille administrative et politique précise. Il s'agit de sauvegarder la danse comme éducation artistique et non pas comme activité sportive. Bataille gagnée. On peut se réjouir quand même que depuis septembre, en fait, on n'a eu aucune perte d'effectifs ni de démotivation auprès des élèves, ce qui veut dire que les processus pédagogiques étaient bons, que les enseignants ont fait ce qu'il fallait et que les familles ont adhéré. Mais le couvre-feu a été une nouvelle contrainte qui entrave les plages horaires. Il a fallu adapter, reformer complètement les emplois du temps, les refonder, les refaire, transporter des cours de semaine, par exemple au samedi à cause du couvre-feu. Et les familles ont joué le jeu. Il y a peu de décrochage depuis septembre. Le 17 février, un nouveau décret tombe, jamais discuté avec les établissements. La danse est de nouveau classée comme activité physique et sportive, interdit dans tous les lieux clos. Seuls les cours professionnalisants continuent. Une partie des leçons du conservatoire repasse en visio. Quant aux écoles privées et associatives, elles ne savent plus du tout sur quel pied danser. Voilà, situation compliquée pour une structure publique comme le conservatoire et elle l'est plus encore pour des établissements privés, peu ou pas subventionnés. Marie-Jeanne Nigaud, l'ILAD accueille et organise des ateliers de théâtre quasi quotidiennement en temps normal. Tous sont annulés en ce moment ? Oui, c'est l'AD Théâtre Point qui organise des ateliers de théâtre pour des enfants jusqu'aux adultes et en effet tout est annulé. Ça vous prive de ressources là aussi ? Oui, ça prive de ressources et bon, ce sont des ateliers qui s'autofinancent, mais néanmoins ça prive de ressources et surtout d'activités. Et c'est assez incohérent comme beaucoup de points qui sont à l'œuvre dans cette période de contraintes sanitaires. C'est que par exemple quand on a une résidence, il y a quand même des personnes qui sont à l'intérieur du théâtre et on peut faire des présentations aux professionnels sans limite de jauge. En revanche, un atelier avec 10 enfants qui font du théâtre est interdit. Donc il y a une sorte d'incompréhension et d'incohérence dans la mise en place. Et en tout cas, c'est le sentiment très partagé par les acteurs culturels et les structures que vraiment on navigue à vue et qu'on est dans l'incertitude et l'incohérence des mesures prises.
Michel Simon Giovanni, bonsoir, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Vous dirigez le cinéma L'Ellipse à Ajaccio et vous présidez l'ASEC, Association des exploitants des cinémas de Corse. L'ASEC réunit 9 cinémas en Corse, cela représente 21 écrans. Vous vous êtes regroupés en association pendant cette crise. Oui. On s'est dit à un moment donné que plus on était nombreux, plus on était solidaires, plus on pouvait faire entendre notre voix et être fort. La démarche initiale, c'était d'abord de pouvoir discuter avec les collectivités pour exprimer notre situation dans cette période de crise très compliquée pour notre secteur. Et puis aussi à long terme, je pense toujours mieux d'être unis pour discuter de notre métier avec les intervenants du continent, les distributeurs, etc., etc. Alors là, on l'a vu dans le reportage, on a parlé des jeunes. Vous accueillez beaucoup de jeunes publics, de scolaires dans les cinémas. Tout à Alors on fait, imagine que c'est un manque à gagner en ce moment, c'est une ressource en moins évidemment. Et c'est aussi un lien que vous avez peur d'avoir rompu avec ce jeune public qui seront les spectateurs de demain. J'espère qu'il a été rompu provisoirement, mais que c'est une parenthèse, donc que ça reprendra à un moment donné. Mais c'est vrai que, comme le disait Marie-Jeanne, il y a beaucoup d'incohérences dans tout ça. À un moment donné, une fois que la deuxième fermeture a été actée, notre fédération est montée au créneau auprès du gouvernement pour au moins revendiquer de maintenir ces séances scolaires qui ont une utilité pédagogique très importante aussi. Et ça vous a été refusé. Et malheureusement, ça n'a pas été entendu et refusé. Et malheureusement, je pense que ça ne reprendra pas. Tous ensemble dans une salle de classe, mais pas tous, et à la cantine. Tout ensemble, éventuellement dans des bus aussi. Oui, d'où les incohérences, effectivement. Et malheureusement, c'est que comme ces séances se font sur la période scolaire, je pense qu'on ne reprendra pas cette année, de toute façon, les séances scolaires, ça paraît évident. Alors, quelle est la situation de votre cinéma aujourd'hui ? Vous avez pu ouvrir quelques semaines entre les deux confinements ? Oui, on a ouvert de fin juin jusqu'au 30 octobre. Et vous avez perdu, vous m'aviez dit, 80% de votre fréquentation ? Un peu moins finalement, puisqu'on a pu faire le bilan de l'année 2020. On a perdu à peu près entre 70 et 75% de fréquentation, de chiffre d'affaires. Et voilà, et là on vient de faire le bilan négatif, on a aussi perdu beaucoup d'argent sur cette année. Moins 250 000 euros. Ah ouais, légèrement moins. Ouais. Comment est-ce qu'on survit avec des chiffres pareils, On survit parce qu'on avait les reins solides, qu'on a eu la chance d'avoir un cinéma qui a quand même bien marché les premières années, jusqu'à il y a un peu plus d'un an, qu'on n'a pas flambé, que je me suis toujours dit il faut rester prudent, on ne sait jamais. Et donc finalement, en gros, toute cette marge qu'on avait s'est envolée sur cette année 2020. Donc voilà, après il y a eu aussi des soutiens financiers qui ont été... Vous avez contracté un plan garanti par l'État, un PGE. Ça reste, ce ne sont pas des aides. Non, c'est un nouvel emprunt. Voilà, ça alourdit l'endettement. En revanche, on a eu des aides, les fonds de solidarité, effectivement, qu'il y a eu, ça c'est de manière générale pour toutes les entreprises. On a eu des aides du CNC qui ont été actées, qui ont déjà été perçues. On a eu une exonération de la TSA, c'est une taxe que payent les salles de cinéma. Donc on a été exonéré de février à décembre. Et ensuite, il y a des aides de collectivités, on en a discuté, on a été écouté, entendu, et ça reste aujourd'hui en très bonne voie, en tout cas avec eux. Puis j'espère que ça sera un peu pareil aussi pour la ville d'Ajaccio, en tout cas à mon niveau, que j'ai sollicité. Puisque vous avez un projet de ressusciter le cinéma Laetitia dans le centre-ville d'Ajaccio, mais c'était un projet qui dépendait de la bonne santé financière de l'Ellipse, en quelque sorte. Du coup, ce projet, est-ce que vous l'avez abandonné ? Non, je ne l'ai pas abandonné, parce que je crois à un lendemain meilleur pour notre activité, pour le cinéma, et que je trouve que ce projet-là a vraiment toujours un sens. Donc je vais me battre jusqu'au bout. J'ai repensé un petit peu tout le projet. En gros, j'ai interrompu le chantier au mois d'octobre, repensé un petit peu tout ça, et j'espère pouvoir redémarrer avant cet été. Voilà, si effectivement j'arrive à boucler ce financement, il dépend aussi de certaines décisions. Si les cinémas réouvrent, vous craignez d'avoir perdu un lien avec le public plus globalement ? On parlait des jeunes, mais pas seulement. Est-ce que vous craignez que les spectateurs ne reviennent plus dans les salles comme ils le faisaient autant qu'avant ? Plus je ne pense pas. Je pense que ça va être long. On ne va pas du jour au lendemain retrouver les fréquentations qu'on avait. Je pense que ça va prendre du temps, et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'on va quand même continuer à subir tout ça, c'est les mois à venir, économiquement. Donc il va falloir vraiment continuer à avoir les reins solides pour pouvoir reprendre un rythme de croisière qui risque de prendre vraiment beaucoup de temps. Marie-Jeanne Nicoli, vous craignez aussi que les spectateurs n'aient pas la même impétence pour la salle de spectacle vivant Je suis partagée par rapport à cette question, parce que je pense que d'un côté, il y a une grande appétence, les gens ont envie de se retrouver, de partager des moments d'émotion et de pensée dans des salles de cinéma ou de spectacle. Et en même temps, je pense que ces mesures de
contraintes sanitaires qui sont imposées depuis plus d'1 an, même si on ne peut pas minimiser le problème de la pandémie, mais qui se sont focalisées comme ça beaucoup sur le monde artistique et culturel, vont affecter complètement les pratiques, parce que les gens ont développé d'autres pratiques, et notamment beaucoup avec les écrans. Regarder du cinéma, consommer du cinéma à la maison sur les plateformes de streaming. Mais même du spectacle vivant, qui évidemment n'a pas la même... c'est pas de même nature, mais si vous voulez, je crois qu'il y a on n'en a pas parlé, mais je crois que dans le fait de sacrifier un peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le monde de la culture, il y a aussi, c'est au fond un choix politique, et un choix politique qui consiste à considérer que quand on dit que c'est pas essentiel, c'est qu'on veut, je sais pas quel monde on nous prépare, mais on veut... Mais il fallait agir quelque part, Michel Simon Giovanni. Vous, c'est comme ça que vous l'aviez ressenti le 15 décembre, lorsque les cinémas n'ont pas rouvert, vous vous êtes dit, ils avaient plus de levier. Il fallait bien qu'ils agissent quelque part. Ouais, on a eu le sentiment d'être vraiment les sacrifiés du moment. Effectivement, les objectifs annoncés n'étaient pas atteints. Les objectifs en termes de contamination. Il fallait 5000 contaminations par jour. Et on était à 20 000. Et voilà, donc on était loin du compte. Les choses sont décidées quand même très tardivement et qu'on n'ouvre pas un cinéma comme ça du jour au lendemain. Donc on a perdu un mois de travail avec quasiment une équipe au complet. Tout ça, il n'y a pas eu de considération. Et je pense qu'effectivement, il fallait tout d'un coup sacrifier, parce qu'ils ont décidé de déconfiner à ce moment-là aussi. Mais les objectifs n'étaient pas atteints, donc il fallait bien à un moment donné décider quelque chose de fort, et ils nous ont sacrifiés. Je voudrais qu'on parle de la filière cinéma. Vous êtes un ancien régisseur, vous connaissez bien la production cinématographique en Corse. C'est une filière qui est très vertueuse, qui a un véritable élan en Corse. Il y a beaucoup de films, 124 films aidés en 2020 par la collectivité de Corse, 124 films tous genres confondus, 4 longs métrages tournés, et il faut savoir qu'une subvention au cinéma est très rentable, puisque pour 1 euro de subvention versée, c'est 6,8 € dépensés sur le territoire en salaire, en dépenses en tout genre, hôtel, restauration. Josepha Giacometti, vous ne craignez pas que cet élan soit rompu par la crise du Covid, puisque tous les partenaires financiers du cinéma traditionnel souffrent, les distributeurs souffrent, donc ils ne pourront plus investir dans des films. Le CNC perd des recettes puisqu'il se paye sur les taxes des entrées, donc il ne pourra sans doute plus autant investir dans les films aussi. Les chaînes de télévision perdent des recettes publicitaires. Vous craignez que cet effort, pour créer cet écosystème très vertueux en Corse, finalement, en souffre? C'est un modèle économique, et ça a été évoqué, qui est aujourd'hui menacé. Et là aussi, ce sont des choix politiques, ce sont des choix stratégiques. Vous serez prêt à abonder, s'il manque de l'argent de la part des chaînes, des distributeurs, est-ce que la collectivité de Corse pourrait... À un moment donné, la collectivité de Corse a aussi ses contraintes. Elle a aussi ses contraintes et elle a aussi ses limites, mais il faut aujourd'hui penser au modèle économique et se dire que, effectivement, c'est un système qui est vertueux. Vous avez rappelé les chiffres, les retombées économiques sont considérables lorsque l'on soutient la filière audiovisuelle, lorsqu'on soutient le cinéma. C'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans une logique de développement durable, parce que ça aussi, ce sont des choix de développement, et que quand l'on crée cet écosystème vertueux, c'est très important, et je crois qu'il faudra le maintenir, mais ça va dépasser effectivement la Corse. La Corse, elle continuera de miser là-dessus, mais aujourd'hui, il faut que le modèle économique soit revu et retravaillé, et ça, ce sont des choix politiques, et j'ai peur qu'on ait des signaux faibles dans beaucoup de domaines. Si les plateformes de stream sont obligées d'investir dans la création en France, ça pourrait être une solution à plus long terme. Michel Simon Giovanni, il y a à peu près 400 films aujourd'hui qui attendent sur des étagères dans les maisons de distribution. Vous savez comment vous ferez vos choix au moment de la réouverture ? Je pense que déjà ces 400 films ne vont pas tous sortir au même moment, donc ça va s'étaler sur la durée. Mais donc du coup il y en aura plus, parce que normalement c'est 700 films par an en France à peu près. Malheureusement certains qui passeront peut-être sur les plateformes aussi, ça a déjà été le cas sur 2020, donc il y aura peut-être des choix qui seront faits dans ce sens-là. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus, je ne pense pas qu'on ait trop abondance de choix non plus. Mais il vous faudra aussi des blockbusters, parce que c'est comme ça que vous faites des entrées. Donc il faut que les studios américains jouent le jeu. On dépend d'un marché international, ça on le sait de toute façon. Et puis ce qui se passe avec les plateformes aujourd'hui, en gros, c'est ce qui devait peut-être se passer dans 10 ans, et tout s'est accéléré finalement en 1 an. Et on n'a malheureusement pas eu, nous, le temps de se préparer à tout ça. Mais bon, on devait de toute façon à un moment donné être confronté
cette révolution. Merci Michel Simon Giovanni d'avoir passé ce moment avec nous et forte pour la suite. Et parmi les lieux considérés comme non essentiels à la vie quotidienne, donc fermés depuis le mois d'octobre, il y a aussi les musées. Pour se consoler, il y a toujours les visites virtuelles pour admirer des œuvres depuis son canapé et entretenir le désir de s'y rendre dès que cela sera possible. Sauf que les musées corses ne proposent pas de visites virtuelles. Reportage au musée de Bastia de Pierre Nicolas et Ophélie Pérou. Au musée de Bastia, dans le palais des gouverneurs, le directeur est Sylvain Gregori. Il aime ses œuvres, il aime son musée qui est fermé comme tous les autres et il fait tout depuis des mois pour qu'on le visite de façon virtuelle. Grâce au numérique, on peut évidemment tout faire. C'est devenu un champ d'application qui est presque infini, mais évidemment, là, on se heurte à la question de moyens financiers, parce qu'évidemment, ça a un coût, même si les coûts sont de plus en plus dégressifs. Il n'en reste pas moins que pour des actions d'envergure ou techniquement un peu plus complexes, il y a vraiment un budget propre à avoir qui doit venir évidemment se surajouter aux fonctions beaucoup plus classiques et aux dépenses beaucoup plus traditionnelles des institutions muséales. On peut faire un petit film, enfin une petite vidéo amateur, malheureusement, on n'a que ça. Les deux femmes qui parlent au directeur sont l'une conservatrice et l'autre responsable d'exposition. Si elles donnent des heures en plus sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles savent que cela fait du bien au musée. Ça donne au public l'envie de venir physiquement au musée. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est une porte d'entrée. Le musée, c'est parfois un peu difficile. C'est parfois, les gens pensent que c'est parfois inaccessible. Et je pense que par le biais du numérique, qui maintenant fait partie de la vie de tout le monde, c'est une opportunité pour nous de développer notre public aussi. Nous avons notamment des musées qui commencent à nous suivre, des musées français, des musées italiens, des artistes aussi. Des publications d'œuvres quotidiennes et pour certaines hebdomadaires qui attirent aussi les jeunes, les touristes, mais c'est décidément un vrai travail. On a mis en place une rubrique qui s'appelle Un giorno un'opera, c'est-à-dire un jour une œuvre, où on présente nos collections. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi bien nos œuvres qui sont dans le parcours permanent, mais aussi les œuvres qui sont conservées dans les réserves. Donc, c'est des petites choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. C'est vrai que les retours sont assez positifs. Si vous me permettez, pas plus tard qu'hier, on a eu un beau commentaire justement qui disait « Sublime musée dans un lieu historique où l'histoire vient à notre rencontre ». Le résultat est déjà là, le succès des visites virtuelles des musées corses peut être international. Encore faudrait-il s'en donner les moyens. Josepha Giacometti, c'est encore une question de moyens, cette question de la numérisation des collections et des visites virtuelles. Le virage est manqué pour le moment. Est-ce qu'on peut espérer que dans les prochains mois, prochaines années, ces collections soient accessibles, en tout cas pour certains musées? C'est un chantier qui avait été entamé avant le début. On a commencé à mettre certaines œuvres en ligne durant le confinement, mais donc avant le début de la crise, je voulais dire. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de numériser et c'est un travail qui est entamé parce qu'il faut faire sortir de nos musées les objets, les montrer au Corse et au-delà, au niveau international, et on a pu le voir. Ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Et là, dans l'immédiat, vous avez tenté d'obtenir la réouverture des musées. Vous avez d'ailleurs tenté d'obtenir la réouverture des salles de spectacle aussi à titre expérimental. Oui. Le préfet vous l'a refusé. Mais je ne renonce pas, parce que je crois que nous ne sommes plus à une incohérence près. Ça a été dit plusieurs fois dans cette émission, et je crois que tout le monde est conscient qu'il faut prendre des mesures dans une crise sanitaire, et les directeurs de spectacles, les directeurs de salles, les directeurs de lieux de diffusion ne sont pas des gens inconscients. Il y a tout à fait une capacité à pouvoir proposer aussi, des protocoles sanitaires et enfin de donner une respiration. Je crois que là, aujourd'hui, il faut y entrer, et la collectivité de Corse, sur ces établissements, a fait des propositions. Les sites rouvrent. Les sites en plein air rouvrent. Ouais. Et nous poursuivons... Comme le musée d'Aller. Le musée d'Aller. Tout à fait. Nous poursuivons pour les musées et une expérimentation sur une salle, notamment celle de la Cinémathèque que nous avons proposée, pour laquelle nous avons déjà mis un protocole en œuvre. Donc nous pourrions le faire très bientôt.
Très bien. Alors l'émission touche à sa fin. Il nous reste un sujet important à aborder, les festivals de l'été. François d'Agrégorio nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes organisateur du festival Balaboum qui a lieu à la fin du mois d'août dans le théâtre de verdure de Patrimoine, festival consacré aux musiques actuelles. La 5e édition a été annulée en 2020. C'était un coup dur pour votre jeune manifestation? Disons qu'on était sur une lancée intéressante. On avait eu une 4e édition en 2019 qui avait tenu toutes ses promesses. On était très contents et on voulait enchaîner et pouvoir continuer à proposer ce qu'on aime proposer. Et c'est évident, on n'est pas un cas à part, hein, mais c'est évident. Les 5 ans pour un festival, c'est un peu l'âge de raison. On commence à équilibrer les comptes, à fidéliser son public, ses prestataires. On vous a coupé les ailes en quelque sorte. Il y a un peu de ça, parce que c'est vrai que nous, on a eu de la chance, c'est que dès la première année, on a des gens qui nous ont suivis et au niveau de l'esprit, ça a pris de suite. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment appropriés, en tout cas, notre esthétique, et on en était très contents. Mais c'est vrai que la 4e année a une saveur particulière parce que moi, personnellement, déjà, je me suis un peu descendu. Parce que les 3 premières années, ça a été quand même des challenges. Et là, c'était la première année où j'ai un peu soufflé, où j'ai un peu même presque profité du festival, en fait. Ça roulait, quoi. Ça roulait en quelque sorte. Ça roulait, et puis on a eu quelques points comme ça où on regardait autour de nous et on voyait des gens heureux, vraiment, et à tout point, parce qu'on a quand même, comme tous les événements, on s'est ajusté au fur et à mesure. Et là, on avait le sentiment que ça roulait. Puis même au niveau de la programmation, on commence à avoir des gens super intéressants. Donc vous aviez commencé à bâtir votre programmation pour 2020. Vous aviez engagé des frais, des billets d'avion, peut-être des avances sur certains cachets. Oui. Et puis ça a été annulé. Du coup, financièrement, comment est-ce que vous avez fait avec ces frais qui avaient été engagés ? C'est vrai qu'on a eu la chance d'être soutenu par la CDC pour ces frais-là. Nous, après, concrètement, on travaille toujours on va dire avec sécurité pour ce genre de choses. Après, il est évident qu'on a des petits frais fixes. Alors, on n'est pas une grosse structure comme certains festivals. Oui, vous n'avez pas de salariés, ça repose sur des prestataires et le bénévolat. Voilà, mais on a quand même pas mal de petites choses. Et puis là, moi j'ai un exemple en tête. Je sais pas, on avait déjà notre affiche, par exemple. On avait fait appel à un graphiste russe, parce qu'on aime bien, nous, faire venir des gens d'ici pour la musique et des gens d'ailleurs. Mais pour le graphisme, par exemple, on aime bien faire interpréter à chaque fois notre univers et nos affiches par des artistes qui viennent. Ouais. Donc là, mais c'est drôle, ça me fait penser à quelque chose en pensant à ça. Justement, on était en janvier-février en discussion avec cet artiste russe pour faire cette affiche, et la pandémie est arrivée, et il nous avait posé la question justement à l'époque, mais vous n'avez pas peur que le festival ne se tienne pas? Donc il avait voulu être payé dessus, ce qui est normal, et puis nous, il n'y a pas de souci. Et nous, on en avait rigolé en fait. Oui, parce que vous ne pensiez pas que le monde allait basculer dans une telle situation. Qu'en est-il pour 2021 ? Parce que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé que les festivals pourraient se tenir avec une jauge de 5000 personnes. Donc jusque-là, tout va bien, en plein air, mais assis. Et quand on s'appelle Balaboum, du verbe danser, Bala, c'est un peu compliqué, non, d'envisager un festival assis. Vous avez répondu, non, pour nous, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué, surtout que au-delà du côté artistique et au-delà de la programmation qui est axée sur la découverte et qui est bien évidemment le cœur de notre festival, on a quand même surtout un esprit. Et c'est ça qu'on vend aux gens, et c'est ça aussi que les gens viennent chercher, parce qu'ils veulent être surpris. C'est la découverte, c'est la dégustation des vins de Patrimoine. Oui, et puis on a un motto, on a un petit slogan qui est Douilleur ni balle d'amour, et voilà. Et s'aimer assis, et danser assis, et tout ça, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, et c'est difficile à envisager pour nous, oui, à l'heure on parle en tout cas. Globalement, quels sont vos retours à l'une et à l'autre en tant que présidente du Conseil économique, environnemental et culturel de Corse, Josepha Giacometti, vous aussi en tant que conseillère exécutive en charge de la culture, quels sont vos retours de terrain, des organisateurs de festivals ? Est-ce que cet été, il y aura quand même des festivals qui vont pouvoir se tenir, d'après ce que vous en savez ? Nous avons, il y a quelques jours, j'ai demandé à ce qu'on puisse réunir les festivals pour pouvoir échanger, pour pouvoir d'abord recueillir leur intention et ce qu'ils souhaitaient faire. C'est encore une fois le manque de visibilité, ou en tout cas celle qui est donnée. Mais il y aura des festivals qui se tiendront cet été
Là, pour l'instant, les organisateurs, et on les comprend, étaient tous encore réservés, mais avec en même temps la volonté de continuer à faire vivre leurs manifestations, parce que Balaboum est un bel exemple, et ça a été illustré. C'est ça, le temps de cet échange-là. Des artistes corses avec des gens qui viennent de partout, des artistes internationaux, et c'est vraiment important pour le dynamisme de la vie culturelle. Et donc, il faut que nous puissions avoir une visibilité très vite. Et c'est ce à quoi nous allons essayer de nous atteler, avoir des retours rapides du côté du ministère de la Culture, et de prendre en compte aussi les spécificités aussi de la Corse et de nos festivals, parce que c'est important aussi de l'entendre. Marie-Jeanne Nicole, vous avez des informations sur certains festivals? Josépha Giacometti vient de le dire, il y a beaucoup d'incertitudes et d'attentes, parce que la question, ça a été évoqué, la question de la jauge, la question d'être debout ou assis pose beaucoup de questions. Et aussi, si on réduit énormément la jauge et si tout le monde doit être assis, ça modifie complètement la nature l'ADN du festival. Et donc, ouais. du coup, il y en a beaucoup qui s'interrogent de savoir s'ils vont quand même maintenir la manifestation, en raison aussi des ressources financières qui seront bien moindres, parce qu'il n'y aura pas de bar non plus. Donc le côté convivial et festif des festivals est assez remis en cause. Il nous reste 1 minute. François d'Agrégorio, je précise que vous êtes aussi DJ. Et que les clubs, on n'en parle pas, mais les clubs, les discothèques sont fermés depuis le début, depuis 1 an. C'est tout un monde de la fête, toute une culture de la fête qui est sacrifiée. Un petit peu, oui. Enfin, moi, je pense Comment vous le grandes vivez, cette villes, fermeture prolongée des clubs? C'est inédit. Alors moi, j'ai pas la régularité, on va dire, et je suis pas comme ce qu'on appelle DJ résident ou quoi que ce soit. Moi, c'est des soirées ponctuelles pour proposer une musique. Oui, mais même qui en tant peu... qu'usager, je dirais. Moi, je passe des disques dans des soirées danse. depuis que j'ai 16 ans, donc j'en ai 33 aujourd'hui. C'est la première fois que je passe autant de temps sans proposer quelque chose comme ça. C'est un peu particulier. Après, sincèrement, on a mis ça un peu de côté. J'ai réussi... Après, on a des hauts débats, attention. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des matins où je me lève, je me dis, il manque un petit quelque chose. Mais on essaye de s'occuper autrement et de penser à autre chose, de produire de la musique, d'essayer de construire et de prévoir surtout la suite. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'Albour. Merci infiniment à tous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir débattu durant plus d'1 heure sur les conséquences de la crise du Covid sur le monde de la culture. Merci à la ville de Bastia et aux équipes du Centre culturel l'Albour pour leur accueil. Merci aux équipes de France 3 Corse Via Stella qui ont permis la réalisation de cette émission Hors les murs. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la chaîne YouTube de Viastel, et on se quitte en musique avec un nouveau morceau en live de Miguel Dominici. Il s'intitule Paving Flower. Très belle nuit à toutes et à tous. Paving flower, drifting up, take it over. My word, without words. You're reaching high, where rain meets sunshine, where I dream sometimes, and you know what I don't show. And you endlessly grow in me, and still you are now. I can't wait for what's left to be, and everything yet to see. If you let yourself, just let yourself grow in me. In an easy waltz,
darkness of my walls. Seeking light, getting mine. A lover's call to find your way between my bones. Make my heart your home. And you endlessly grow in me, and still you are now. I can't wait for what's left to be, and everything yet to see. If you let yourself, just let yourself. I can only let your roots grow deeper and reach out to the land where the grass is greener. Don't you put me on the way to somewhere better, paving flowers